Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour et bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et nous sommes très heureux, comme d'habitude, de vous retrouver pour ce 7e épisode de la saison 3 de Tranche de couple, que de chiffres. Épisode qu'on a choisi d'intituler aujourd'hui Solidaire. Eh oui, solidaire. Merci d'abord à toutes et à tous de nous écouter. Ça nous fait chaud au cœur et en hiver, ça fait du bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être notifié de la mise en ligne des nouveaux épisodes qui sont diffusés le lundi tous les 15 jours. Et puis, entre-temps, vous n'oubliez pas, on se retrouve sur notre page Facebook, notre compte Twitter, toujours Tranche de couple comme le nom du podcast. Enfin, un mot un seul, partagez sur vos réseaux sociaux à vos proches, à toutes celles et ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast. Ça nous permettra de continuer à accroître la visibilité de Tranche de couple et aussi de garder la motivation pour vous proposer cette petite tranche de nos vies tous les 15 jours. Alors, sans transition, Max, on va commencer par un sujet dont on a déjà parlé dans le dernier podcast, mais on en a parlé au futur, et là, on va en parler au passé. Cette semaine, tu nous fais un bilan de la COP26 qui s'est terminée samedi 13 novembre à Glasgow, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a failli être fumeux. Et peu solidaire, d'ailleurs, pour le coup. Voilà, la solidarité, ça peut être une ambition, mais c'est pas toujours une réalisation. Alors, on vous en avait parlé lors de l'épisode 6, effectivement. La 26e conférence des Nations Unies sur le climat se tenait ces 15 derniers jours à Glasgow, sous présidence britannique. C'était une réunion importante qui a permis de réunir près de 30 000 personnes du 31 octobre au 12 novembre. Vous aurez noté un jour de décalage entre ce que Guillaume a annoncé et les dates officielles de la conférence. On en parle à la fin. Alors, quel bilan pour cette conférence qualifiée par tous de la dernière chance, un petit peu comme chaque conférence chaque année. Alors, d'abord, on va parler des avancées. Il n'y en a pas beaucoup, mais on va quand même en parler. D'abord, la COP26 a permis de compléter les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris. C'est une avancée importante parce qu'il y avait un certain nombre de règles qui n'avaient pas été précisées dans l'accord de Paris. Et donc, en attendant, ça limitait sa mise en œuvre. Donc, par exemple, on a des règles détaillées sur la transparence des actions nationales qui ont été agréées. Et donc, ça, c'est une bonne chose. Deuxième chose, il y a eu un appel à réformer la Banque mondiale et à utiliser le Fonds monétaire international pour soutenir un développement climato-compatible. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Comme on l'avait dit lors du précédent épisode, il y a eu des annonces importantes lors de la première semaine relative à la déforestation, au méthane, au transport, à l'énergie et à la finance, qui devraient contribuer à accélérer cette transition. S'agissant enfin, oui, je vous avais dit que c'était court, des énergies fossiles, c'est en fait la première fois qu'un accord de la COP mentionne les énergies fossiles, et ça, c'est pas rien. Malheureusement, on aurait pu avoir un peu mieux que ce qu'il y a dans le texte au final, parce qu'au départ, et jusqu'à quasiment la fin, le texte reconnaissait le besoin de mettre fin aux énergies fossiles. Et malheureusement, la Chine et l'Inde ont remis en cause à la dernière minute, et ça a notamment contribué à décaler en fait la fin de la conférence qui devait se terminer le 12 et qui s'est terminée le 13, en demandant, sous peine de faire capoter l'ensemble de l'accord, que ne soit pas prévue la fin de l'usage du charbon, mais sa diminution progressive. Voilà, avec un certain nombre de caveats en cas d'usage des mécanismes de capture et de stockage du carbone qui étaient déjà dans le texte. Sur le sujet des énergies fossiles, il n'y a pas non plus d'engagement dans le temps. Des caveats ? Donc un caveat, c'est une réserve, c'est-à-dire que ça affaiblit un petit peu le texte. Si les pays utilisent des mécanismes de capture et de stockage du carbone, du coup, ils peuvent s'exempter d'un certain nombre de choses. Aucun rapport avec l'opt-out ? Aucun rapport. Parce que l'opt-out, c'est complet, alors que le caveat, c'est sur une partie. C'est très voilà pour ces petites parenthèses de négociateurs. L'accord reconnaît le besoin d'une transition juste pour les travailleurs et les pays affectés, mais demande la fin des subventions pour les énergies fossiles inefficientes. Là encore, le mot inefficient vient réduire la portée du texte parce que ça en limite l'impact, les pays considérant en général qu'ils sont très efficients dans leurs énergies.
Alors, deuxième bloc, c'est les sujets qui restent inaboutis. Sur la réduction des émissions, si les pays reconnaissent que collectivement l'effort est insuffisant pour maintenir l'objectif des 1,5%, en réalité, ils ont été incapables d'annoncer de nouveaux engagements parce que chacun avait négocié, notamment à titre national, pour les engagements qu'ils avaient pris. Et donc, l'accord incite seulement les pays à revenir en 2022 avec des engagements nationaux de réduction plus importants. Sur le financement, une seule demande des pays en développement a été satisfaite. Donc, si les pays riches ont accepté de doubler au moins les fonds relatifs à l'adaptation et au changement climatique, ils ont résisté à la demande de compenser le non-respect de l'engagement à financer 100 milliards de dollars à partir de 2020 en accroissant les financements en 2024 et en 2025. Donc l'accord reste à un financement à 100 milliards de dollars par an. Et puis en 2025, il est prévu qu'un nouveau processus détermine combien ils devront payer. S'agissant du marché du carbone, qui permet aux pays riches d'acheter des droits compensatoires, par exemple en plantant des arbres, pour éviter de réduire le coût de réduction des émissions, l'accord met fin à un certain nombre de brèches. Il oppose des règles d'intégrité environnementale plus élevées et des protections pour les peuples indigènes, mais il n'annule que partiellement les crédits qui sont issus du protocole de Kyoto, qui était celui qui était antérieur à l'accord de Paris, et il plafonne seulement de manière partielle les nouveaux crédits. On a également de grandes déceptions s'agissant des compensations des pays riches envers les pays du Sud. C'était un sujet majeur pour les pays du Sud. Ces derniers s'attendaient à de nouvelles facilités financières. Et là, l'accord acte simplement un dialogue pour discuter des arrangements financiers. En fait, les pays du Sud, les pays riches résistent à s'engager sur la question des compensations parce qu'ils craignent d'être traînés en justice et de devoir payer des amendes qui seraient de l'ordre du trillion de dollars, donc très très importantes. Donc au bilan, les observateurs s'accordent pour dire que cette COP permet de maintenir l'accord de Paris en vie, ce qui est déjà pas mal, y compris sur l'objectif de limiter l'accroissement du réchauffement climatique à plus 1,5 degré. Mais à ce stade, les images, c'est plutôt qu'on est au stade du maintien en vie avec les perfusions que sur des progrès nécessaires à de vraies avancées. Alors, on a vu se jouer à la dernière minute des jeux de pouvoir, notamment avec les États-Unis, l'Union européenne qui ont essayé de mobiliser dans les dernières heures notamment, mais en face, on avait les autres gros pollueurs, notamment la Chine et l'Inde, qui, eux, défendaient leurs intérêts. La mention des énergies fossiles et notamment du charbon n'est pas une mince avancée, mais il faut vraiment regretter qu'on soit passé d'un objectif ou d'un engagement à mettre fin à l'utilisation de ces énergies pour un langage qui soit plus limité, réduire progressivement sur la demande de la Chine et de l'Inde. Dans le même temps, le changement climatique continue de voir ses effets. On a lu, c'est très impressionnant, l'article de Libération qui dit qu'à New Delhi, en Inde, ils vont décréter un confinement pour cette ville de 20 millions d'habitants, non pas à cause du Covid, mais pour la première fois à cause de la pollution de l'air. Et notamment la pollution de l'air à cause des voitures et du charbon en Inde. Voilà. Donc, en fait, les premiers touchés, c'est les Indiens, finalement, ceux qui morflent le plus. Mais c'est aussi parce qu'ils n'ont pas forcément des solutions dans l'immédiat énergétiques proches. Voilà. Et il y a aussi de la pollution qui est provoquée par le fait que en Inde, en automne, en fait, les agriculteurs brûlent en fait les terres et que ça provoque en fait beaucoup de particules dans l'air. Bon, alors, in fine, il faut continuer à se mobiliser, pas le choix. Chacun notre pays, y compris en tant que citoyen, on est un bout de la solution. Et puis, ça, en fait, cet échec ou ce semi-échec de la COP26 met encore plus de pression sur la prochaine COP qui se tiendra en Égypte en 2022, où on attend effectivement que les gros pays annoncent des objectifs plus ambitieux de réduction de leurs émissions, puisque cette année, ils n'ont pas été en mesure de le faire. Voilà pour la Max. COP. Voilà, c'est pas gagné encore tout à fait sur la solidarité, mais voilà, il y a quelques points pour progresser. Il y en a un qui doit quand même être relativement déçu et qu'on n'a pas beaucoup entendu depuis les résultats de cette COP, c'est Boris Johnson. Mais, Deuxième, voilà,
son propre agenda, certainement. Exactement. Deuxième sujet, alors visiblement, ils ont quand même maintenu pour 1 an de plus le président de la COP26, donc ils vont peut-être essayer de continuer à négocier pour essayer de favoriser un accord l'année prochaine plus ambitieux. Au Caire, si mes souvenirs sont bons. Deuxième actu, cette semaine, c'est toi qui nous décryptes l'Europe et tu nous parles de la crise à l'est de l'Europe avec la Biélorussie et notamment la Pologne. Absolument, dans notre décryptage de l'Europe cette semaine, on vous parle de cette crise aux confins de l'Union européenne où se joue un nouveau drame, où on prend des êtres humains pour de simples points, des pions. C'est un drame qui n'a rien à voir pour le coup avec les histoires d'état de droit que nous avons pu aborder notamment sur la Pologne dans d'autres épisodes du présent podcast. On parle en effet ces derniers jours de plus d'une quinzaine de personnes aujourd'hui décédées alors qu'elles étaient conduites ou arrivées à la frontière biélorusse. La semaine dernière, des centaines de soldats biélorusses ont été aperçus encadrant des centaines de migrants, dont des enfants, vers la frontière polonaise. Il serait aujourd'hui plus de 2000 à dormir dehors, alors que le froid et l'hiver s'abattent sur ces pays. Et le ministre polonais des Affaires étrangères parle, lui, de 3 à 4 000 migrants, originaires principalement du Moyen-Orient et encore plus spécifiquement de Syrie, d'Iran et d'Irak. De son côté, la Pologne a envoyé sur place 15 000 soldats pour sécuriser la frontière, et dans le même temps, elle a cependant refusé l'aide de l'Agence européenne des frontières Frontex. Certains observateurs pointent le jeu un peu double du pays qui refuse une aide coordonnée de l'Union européenne, mais qui, dans le même temps, demande de l'argent pour renforcer la dite frontière et construire un mur. La question étant ici que l'Union européenne ne souhaite pas, la Commission européenne, par la voix de sa présidence, a annoncé ne pas souhaiter se lancer dans la construction d'un mur. On peut comprendre, notamment vu les échecs qu'ont été les murs mexicains et une partie des murs construits en Israël, qui sont les deux grands exemples, entre la frontière entre le Mexique et les États-Unis, et le mur entre l'Israël et la Palestine, qui sont des exemples qui montrent que ce n'est pas forcément d'une grande efficacité. Là, on est surtout dans un problème immédiat qu'il va falloir traiter. On n'a pas le temps de construire un mur et on est sur un problème qui n'existait pas il y a quelques temps en arrière. Alors, pourquoi ce problème arrive ? Comment les migrants ont pu arriver en fait jusque-là, alors que finalement la Biélorussie n'a pas de frontière avec d'autres pays que des pays qui a priori ne sont pas comme on dit, des passoires à migrants. Pour répondre donc à cette question, il faut regarder du côté des sanctions qui viseraient en priorité la compagnie aérienne nationale Belavia et ses locations d'avions, dont les loueurs sont des entreprises basées en Irlande, mais aussi d'autres compagnies aériennes dès lors qu'elles seraient soupçonnées d'alimenter ce qui s'apparente de plus en plus à un cynique trafic d'êtres humains. Petit retour en arrière. Depuis plusieurs mois, le régime biélorusse délivre des visas à tour de bras et affrète des vols sous couvert notamment de Belavia depuis des destinations telles qu'Istanbul ou les Émirats arabes unis. Vols qui seraient de plus en plus nombreux ces dernières semaines et qui expliqueraient alors pourquoi la situation est devenue aussi intenable. Des agences de voyage mandatées, semble-t-il, par la Biélorussie proposent à des migrants, des gens sur place dans ces pays, un voyage vers la Biélorussie avec avion, hôtel, avion retour évidemment. Mais une fois qu'ils sont arrivés sur place, ces migrants, on leur propose, ces touristes entre guillemets, on leur propose de se rendre à la frontière polonaise et d'essayer de traverser la frontière. Dans un article qui relatait en fait l'aventure d'un Syrien, il disait même que carrément en Syrie, il y a des agences de voyage qui proposent de passer en Europe directement. Et donc là, tu n'as pas le billet retour qui est prévu. Hein. L'objectif, c'est bien sûr, il y a un chemin avec les passeurs pour $5 000. Pas de problème, tu arrives en Europe, quoi. Et ça, c'est lié à une politique très libérale de la Biélorussie en matière de visa et assez peu regardante. Bref. Et volontaire aussi pour... Et volontaire aussi. Ça, pour emmerder les Européens. On aura besoin de plus. On sait que la Biélorussie fera tout pour emmerder les Européens, mais j'ai pas suffisamment d'informations à ce jour pour pouvoir dire jusqu'où est-ce que ça va. L'Union européenne, par la voix donc de Josep Borrell, a annoncé réfléchir, comme je disais, à des sanctions et a affirmé que la Biélorussie menait une guerre hybride. Qu'est-ce qu'une guerre hybride ? C'est une guerre où on ne parle pas de soldats, où on n'attaque pas les pays avec des armes, mais on s'attaque à l'Union européenne avec, en l'occurrence, des êtres humains et des migrants. Exactement. La guerre hybride, c'est en fait être sous le seuil de ce qui constitue une attaque armée.
Donc ça peut se faire avec des attaques cyber, ça peut se faire avec des petits bonhommes armés, comme on a pu le voir en Ukraine. C'était pas des soldats russes, mais c'était des gens avec des armes, tout Des ça. mercenaires. Et d'ailleurs, lundi 15 novembre, le sujet a fait l'objet d'une discussion entre les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne sous la présidence de Josep Borrell. Et le ministre des Affaires européennes français Clément Beaune parle, lui, du nom d'une crise migratoire, mais bien d'une attaque migratoire. Alors, d'autres sanctions seraient aussi mises en place par l'Union européenne à moyen terme, notamment la suspension de délivrance de visas pour les fonctionnaires biélorusses. De son côté, surprenant, la Russie a fait preuve d'une retenue et d'un silence assourdissant sur le sujet. Le pays ne souhaite pas forcément voir, en effet, le régime de Loukachenko, dernier tampon finalement entre la Russie et l'Union européenne, fragilisé davantage après la crise politique qu'il a traversée en début d'année. Un échange de vues, SIC, a eu lieu entre Poutine et Loukachenko à ce sujet. Ce qui est certain, c'est que ce qui se passe actuellement là-bas et depuis plusieurs semaines est un drame humain total qui montre encore une fois le cynisme absolu du président biélorusse et qui va tester fortement ici la capacité de l'Union européenne à répondre une fois de plus à ce genre de crise à ses frontières extérieures, puisque on a l'urgence de la Pologne d'un côté qui exige d'autres choses que simplement une aide de Frontex, et puis on a de l'autre côté l'Union européenne qui ne souhaite pas aller justement toujours dans... Alors on revient finalement, la question de l'état de droit revient par la fenêtre, construire des murs à ses frontières. Voilà. On pourrait probablement épiloguer assez longtemps sur ce sujet. En tout cas, j'espère vous avoir donné déjà quelques informations pour comprendre les choses. Et pour terminer, pardon Max, tu voulais dire Non, je voulais simplement rajouter que ce genre d'attaque hybride d'utiliser des migrants pour déstabiliser les pays de l'Union européenne, c'est pas quelque chose de nouveau en fait, parce que la Russie a fait usage de ce genre de manœuvre pour les pays du nord de l'Europe, où il y avait des Afghans qui débarquaient à vélo pour passer les frontières de la Suède et de la Finlande, où on avait aussi des migrants qui arrivaient dans les pays baltes. Donc c'est malheureusement pas quelque chose de nouveau, mais clairement on sait que ça va déstabiliser ces pays, tout pays d'ailleurs. La crise des migrants depuis 10 ans, c'est extrêmement compliqué à gérer pour les démocraties de l'Union européenne. Et je termine parce qu'on fait aussi des informations de dernière minute et on enregistre ce podcast exceptionnellement en début de semaine. Si jamais il y a quelques informations que vous n'avez pas, c'est aussi parce que voilà, on a pris un peu d'avance pour des raisons logistiques, en disant que les compagnies aériennes, notamment Turkish Airlines et Belavia, ont annoncé ne plus accueillir de ressortissants de 3 pays, la Syrie, l'Iran et l'Irak. Et de son côté, l'Irak a déjà affrété 2 vols pour rapatrier des touristes / migrants qui étaient en Biélorussie vers son territoire. Voilà, c'est une situation qui bouge encore tous les jours. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai utilisé le conditionnel pour parler des sanctions de l'Union européenne, puisqu'elles ne sont pas confirmées, qu'elles pourraient être limitées en fonction de la gestion et de la façon dont vont se parler la Pologne, la Biélorussie, l'Union européenne, la Russie. Bref, on est toujours dans du rapport de force et la solidarité, c'est pas gagné. Voilà. Et donc cette nuit, il pourrait y avoir éventuellement des décisions annoncées par l'Union européenne. Mais on sait qu'en tout cas, voilà, il y a eu beaucoup d'actions diplomatiques menées en ce sens. Avant de clore cette rubrique d'actu, on fait notre petit point Belgitude comme d'habitude. Guillaume, aujourd'hui, tu nous parles de quoi ? Aujourd'hui, je vais vous parler de la ville de Namur. Et vous allez me dire, mais quel rapport entre solidarité et Namur ? Eh bien, les Belges sauront qu'un des plus gros festivals de musique notamment, mais pas seulement, qui existe en Belgique, s'appelle le Festival des Solidarités et qu'il a lieu tous les ans à la fin de... ça tombe bien. Ça tombe bien, ça. À la fin du mois d'août, à Namur. Alors, dans la lignée de notre point Belgitude consacré à la belle ville de Mons et à sa gare où on rénove, comme au Palais de Justice de Bruxelles, des installations temporaires restées un peu trop longtemps en place, on se disait que le moment était venu de consacrer notre moment Belgitude du jour à Namur. Pourquoi Namur ? Justement pour ce festival Belgitude, mais les auditeurs les plus zélés, ceux qui nous écoutent depuis très longtemps, se souviendront que Namur, c'est d'abord pour nous un grand mystère, celui des cuisines de restaurants qui ferment à 14h un samedi début juillet, nous laissant quasiment le ventre vide avant un concert. L'horreur totale, surtout pour Max, enfin moi aussi, mais quand même. Première saison, je ne sais pas exactement quel épisode, mais on vous en a déjà parlé.
Et Namur, ce n'est pas que ça quand même. Je suis sûr qu'il y a des choses ouvertes après 14h le samedi, c'est juste que pas ce samedi-là. Voilà. Namur, c'est aussi la ville où se rejoignent la Sambre et la Meuse. C'est un peu le Lyon de la Belgique, mais la comparaison s'arrête à peu près là. C'est une ville moyenne de 110 000 habitants, capitale de la Wallonie. Oui, monsieur, madame. Et donc siège du Parlement et du gouvernement wallon. On vous épargnera pour cette fois le pourquoi le Parlement flamand et une partie du gouvernement flamand sont, eux, situés à Bruxelles, et blablabla, et le retour sur le millefeuille politique qu'est ce pays, et le désastre parfois aussi de répartition des autorités. Mais enfin bref, c'est un autre sujet. On en a déjà beaucoup parlé, on ne va donc pas insister ici. Namur, c'est aussi sa citadelle, la cathédrale Saint-Aubin ou l'église Saint-Loup, mais aussi le berceau des joutes sur échasse. Et ouais, les joutes sur échasse, c'est des grands bonhommes, déguisés comme des jouteurs du Moyen-Âge, mais pas des chevaliers, des jouteurs avec des jolis tenues bariolées à la mode garde suisse au Vatican. Et pourquoi je vous en parle en particulier, c'est parce qu'ils ont d'ailleurs porté cette tradition jusqu'à l'exposition universelle de Dubaï, où ils sont intervenus il y a quelques jours à peine, ces échassiers, dans l'objectif de classer ces joutes sur échasse au patrimoine immatériel de l'UNESCO. En somme, mis à part sa gare en construction, il y a assez peu de points communs avec Mons. Et comme beaucoup de villes belges et wallonnes en particulier, c'est une ville qui est en pleine transformation et qui vaut une petite visite lors d'un passage en Ardennes. Par exemple, vous aurez largement de quoi faire entre la citadelle, sa vie culturelle. Voilà, on vous mettra quelques tips et quelques petites idées sur le podcast. Mais n'oubliez pas Namur. Namur vaut le détour. Bah parfait. Écoute, peut-être qu'il faudrait qu'on aille refaire une petite visite à Namur. Peut-être pas un samedi après-midi en plein été. Je pense, c'est important de revenir qu'on aille sur visiter la citadelle aussi. Hein. Tout à fait. Voilà, il y a une très belle citadelle qui est en hauteur de la ville. Et un téléphérique pour y monter maintenant, je crois. Oh là là, magnifique. Je ne sais pas trop pourquoi il y a besoin du téléphérique, parce qu'on l'avait monté à pied quand même la dernière fois. Mais on n'est pas monté à la citadelle. Et te connaissant, tu ne serais pas monté à la citadelle à pied. On est monté prendre des photos. Alors c'était peut-être à un niveau intermédiaire, mais on est monté à pied. Si. Et pas monté jusqu'en haut. Ah, on n'est peut-être pas monté jusqu'en haut. Voilà, donc ça c'était mon mari, qui, comme vous le voyez, est fort sympathique. On a un petit peu l'impression de... je sais pas, ouais, sympa. Bon, alors là, on passe à la rubrique vie de couple. Puisqu'on en parle, tiens, vie de couple. Voilà, la vie de couple, c'est toujours super. Il est d'une motivation. En fait, il est un peu à l'image de... Alors en ce moment, il faut vous dire qu'il y a une espèce de chape grise qui pèse et froide et humide. Ouais, c'est pas très chaud quand même. Dans ce moment de l'hiver où on a envie de se pendre à Bruxelles. Je dois reconnaître que c'est pas toujours une métaphore, simple. on vous rassure. C'est une métaphore, mais c'est vraiment pas simple. Il fait gris, il pleut, on n'a pas envie de sortir de chez soi, il fait froid. Vous voyez, quand on a un petit peu les os qui sont mouillés et humides tellement il c'est pas ça. bon. Tu sens l'humidité partout, même dans la maison. Il fait froid dans la maison. On va monter le chauffage, je crois. C'est moi qui le dis pourtant. Je suis pas un grand monteur de chauffage. Hein. Je suis plutôt du genre à le baisser. Moi. On note. L'avantage, c'est que c'est la radio là. C'est ça. Mais peut-être que je prendrai. J'utilise le conditionnel toujours. Peut-être que nous monterons le chauffage. Oh mon Dieu. T'as lu le petit traité de la manipulation? Je n'ai pas encore lu. Oh bah tiens, tu pourrais nous en parler dans un prochain podcast. Allez, on vous garde le petit traité de la manipulation pour un prochain podcast. Pour une découverte. C'est ça. Mais pour vous donner un peu une idée de notre motivation en ce moment à sortir... Attention, il y a du dossier là. Il y a du gros dossier. Vendredi soir, imaginez-nous, donc on rentre tous les deux du boulot, grosse journée tous les deux. Fatigués, c'est la fin de la semaine, mais Je sens qu'on va se faire charrier là. On va être bien. Ouais, mais c'est pas grave parce que je veux dire, je suis très fier de ce qu'on a fait depuis 3 mois quand même. Ça fait quand même 3 mois et demi qu'on va au sport 3 fois par semaine, 2 fois par semaine. En tout cas, régulièrement. On est reparti au sport dès que les salles de sport ont rouvert. Parce qu'il faut quand même dire que on est reparti dès qu'on est rentré de vacances et que les salles de sport avaient ouvert. Effectivement, on était au taquet. Et vendredi soir, pour la première fois, on a donc réservé. On s'est mis en route. On s'est mis en route péniblement, mais bon, ça à la limite, c'est un peu à chaque fois comme ça. Mais à deux, on finit toujours par se motiver. On est sorti, il a commencé à pleuvoir. On a fait 30 mètres, on s'est regardé. Et je crois que là, on a eu, tu sais, un peu le coup de foudre, love at first sight, love au premier regard.
Non, mais Non, voilà, c'était il y pas avait, possible ce il y avait soir-là. une... voilà. Et nous avons donc fait demi-tour. Nous ne sommes pas allés à la passé salle la de soirée dans le sport. canapé. Et nous avons passé la soirée à jouer à Fortnite et à regarder des séries dans le canapé. Ce qui, de mon point de vue, était beaucoup plus sympathique. Non, mais d'ailleurs, que- il faut que dire d'aller aussi faire qu'il du y avait un tapis petit du hamster. peu nécessité parce que mon niveau de Fortnite est quand même non, pas encore c'est n'importe quoi, là. au top, quoi. Ces La derniers saison temps, il se est pas en termine forme, dans là. un mois et je suis encore au niveau 70, quoi. Ouais, je Bon, le félicite pas. Rémi serait jaloux parce que lui, il est peut-être au niveau 10, mais Rémi, si tu nous entends, ouais. la paternité, Viens c'est jouer pas avec simple, nous. mais on pense bien à toi. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Bref, On prend une donc babysitter pour que vous puissiez jouer à Fortnite. il faut être Et à Mario solidaire. Kart. Il faut être solidaire pour se motiver tous les deux et maintenir le rythme pour aller faire du sport. À deux, c'est quand même plus simple que tout seul. C'est ça. On en reparle la semaine prochaine. Ouais, pas cette semaine, ça va être compliqué, je pense, mais on en reparle la semaine prochaine. Voilà, ça c'était pour le petit update sportif. Alors, le froid et la pluie, c'est aussi l'heure d'hiver, un enfer à cause aussi. du passage à l'heure d'hiver. Oh my god. Voilà, donc ça c'est pas toujours simple parce que Allô. certes on dort une heure de plus, mais néanmoins, Mais ça, c'est de l'enfumage. en fait, C'est un en gros réalité, il fait quand même nuit plus tôt. Il fait nuit à 17 voilà, heures. ça c'est pas très très simple. Et alors du coup, je voulais faire un petit point visibilité à vélo. Parce que en fait je me suis acheté une nouvelle lampe. Alors on a des beaux vélos magnifiques avec une lampe intégrée à l'avant et à l'arrière à LED, mais je trouve que quand on est en vélo, le fait de ne pas avoir un feu clignotant, on a à la fois besoin d'une lampe fixe pour éclairer et voir quelque chose, mais on a aussi besoin d'un feu clignotant à l'avant et à l'arrière pour être vu et être visible, notamment des automobilistes. Donc ça c'est un petit peu mon message d'aujourd'hui, c'est soyez visibles. En hiver, quand il fait bien noir, vous pouvez aussi porter un petit gilet jaune ou un petit gilet orange, c'est pas très beau, mais votre protection et votre vie vaut mieux que la beauté de votre... voilà, de ce à quoi vous De ressemblez. votre jolie veste noire en laine qui, de toute façon, ne se voit pas la nuit. Exactement. Et on a lu tous les deux un article, un témoignage, un post sur Facebook qui faisait un peu froid dans le dos, qui racontait le fait que il y a un cycliste qui s'est fait rouler dessus par un camion parce qu'un camion, en fait, il vous vaut pas. Et il avait beau être sur la piste cyclable, le cycliste en question. Voilà, donc la recommandation. Et c'est pas parce que vous êtes sur une piste cyclable non sécurisée que vous êtes en sécurité, justement. Voilà. C'est important de ne pas se sentir tout puissant quand on est sur un vélo qui fait 15 kilos. Ou qu'on se dit qu'on est dans notre droit et que donc voilà. Ouais, mais le problème c'est que ta vie en dépend. Donc ne jamais passer à côté d'un camion parce que là, c'est votre vie qui en dépend. Tout à fait. Soyez vigilants, soyez solidaires aussi. N'hésitez pas à dire gentiment aux gens mais de se méfier si jamais vous voyez un camion qui fait des manœuvres un peu dangereuses, un peu périlleuses. Ça peut arriver aussi. On ne se rend pas forcément compte du danger que ça peut représenter. Mais ce qui est fou, c'est que on continue à avoir des gens à vélo qui n'ont pas de lumière. Mais moi, je ne comprends pas. Ça m'énerve prodigieusement. Et j'essaie de le dire aux gens, mais ça ne... justement, avec le changement d'heure, on s'en est d'autant plus rendu compte vrai. Parce que les gens rentrent du coup du boulot le soir en noir. Ils sont tout en noir sur leur vélo noir. Mais moi aussi, je suis en noir sur un vélo noir en premier, mais j'ai une lampe devant, une lampe derrière, une lampe qui clignote et une lampe sur mon casque. Et un gilet jaune. Je fais l'effort d'essayer d'être visible, mais il y a des gens qui ont zéro lampe, zéro visibilité. Non, et c'est très hyper dangereux. Y compris d'ailleurs en vélo où tu les vois pas. Y compris en ville, parce que malgré l'éclairage, on se rend compte que à la limite, le gilet est plus utile en campagne, là où il n'y a pas de lumière, qu'en ville, puisqu'en ville, la lumière n'aide pas à repérer le gilet. Et si vous n'avez pas de lampe complémentaire, vous n'êtes pas visible. Donc les cyclistes, s'il vous plaît, par pitié, prenez soin de vous. Et on peut saluer les initiatives d'associations, notamment ou de villes, qui distribuent des lampes aux cyclistes qui croisent et qui n'ont pas de visibilité. Voilà, un petit point quand même, solidarité sur cette question du vélo qui te tenait à cœur, Max, qui nous tenait à cœur, parce qu'on sait aussi que c'est important de prendre soin les uns des autres. Et peut-être en lien avec mon sujet sur la COP,
dont j'ai parlé tout à l'heure et de dire qu'on avait tous notre petite part de cet effort à faire, et ben, je voulais tout simplement vous confirmer qu'on y tient, on se tient au train pour l'instant. Voilà, je vais descendre à Grenoble ce week-end en train. Et voilà, ça demande un peu de temps, ça demande un peu de patience voilà, mais pour l'instant, on s'y tient. On s'y tient, on y croit. Pour conclure ce podcast Solidarité, Max, tu vas nous parler du The Event. On vous en a déjà parlé l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Parce que c'est assez extraordinaire quand même. Et oui, alors, on va faire un bilan du The Event 2021. On vous en avait parlé déjà parce qu'on était très en admiration devant cet événement annuel de la communauté des gamers, donc des gens qui soit jouent aux jeux vidéo, soit aiment regarder des joueurs de jeux vidéo se produire sur YouTube ou sur les plateformes de jeux vidéo comme Twitch. Et donc cet événement vise à récolter des fonds pour une association différente chaque année. Donc le dernier week-end d'octobre, c'était l'édition 2021 du The Event. L'enjeu était important parce que à chaque édition de ce marathon caritatif, le montant récolté avait pulvérisé le précédent. Donc le The Event, ça rassemble chaque année plusieurs streamers de jeux vidéo sur Internet dans un marathon qui s'étale sur tout le week-end. Pendant plus de 50 heures, les participants diffusent du contenu en direct sur leur chaîne, tous ensemble, et puis ils encouragent les spectateurs, leur audience, leurs abonnés à se mobiliser pour soutenir financièrement une association caritative. Parmi les défis et les activités qui permettent de tenir la communauté en haleine, vous allez vous dire, pendant 50 heures, il faut quand même tenir le coup, on pourra noter la présence du présentateur de Questions pour un champion, qui est également un adepte de Twitch, où il anime en fait une session journalière de lecture de la presse. Qu'on fait notre saison 2. Samuel Etienne, qui est venu passer une tête pour animer Questions pour un streamer. La première édition en 2016 avait permis de récolter 170 000 euros. Celle de 2017, 500 000 euros. En 2018, ils ont réussi à atteindre 1 million d'euros. En 2019, ils ont réussi à récolter 3,5 millions d'euros. Et en 2020, ils ont dépassé les 5 millions d'euros. Ils ont atteint 5,7 millions d'euros. Donc cette année, l'objectif, c'était naturellement de faire plus, mais ils s'étaient fixé un objectif un peu fou, celui de dépasser les 10 millions d'euros. Eh bien, vous n'allez pas y croire, mais ils l'ont fait. Donc, ils ont récolté un peu plus de 10 millions d'euros au profit de l'association Action contre la faim. C'est incroyable d'arriver à récolter un tel montant en aussi peu de temps, et c'est quasiment le double de l'an passé. Ouais, mais ils étaient sur une quand même grosse lancée là depuis 2016, parce ils ont même triplé deux années de suite, en tout cas entre 2 années. C'est chouette, c'est beau cette solidarité. Exactement. Alors pour y arriver, chacun des streamers participant au marathon caritatif se fixe des objectifs de dons pour encourager sa communauté. À chaque palier de dons réussi, le streamer va faire une action pour sa communauté. Et ce qui est super chouette, c'est que les donations sont en général ce qu'on appelle des micro-donations, des micro-dons. 1 euro, 3 euros, 7 euros. Comme quoi, les petites gouttes forment bien des grandes rivières. Et c'est tellement fou que après 1h30 de live, la cagnotte avait déjà dépassé les 500 000 euros. 500 000 euros, vous vous rappelez, c'était le montant qui avait été récolté en 2017, qui était déjà plus important que celui de la première année. Et ils ont même réussi à faire crasher la plateforme de dons au bout de 25 minutes, tellement il y avait de gens qui se connectaient sur cette plateforme. Cette année, les ventes de t-shirts The Event ont aussi explosé. Plus de 100 000 t-shirts ont été vendus, ce qui permet tout de même de contribuer plus de 2,6 millions d'euros dans la cagnotte. T'as reçu le tien ? Pas encore. Bref, on est super fiers d'avoir pu contribuer à ce marathon caritatif et super fiers que la communauté des gamers, comme chaque année, ait su montrer sa solidarité. On attend avec impatience l'édition 2022. Merci Max, merci beaucoup. Et ben voilà, ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode. On est à peu près dans les temps, je pense. Exactement. Si ce podcast vous plaît, vous a plu, n'hésitez pas à le faire découvrir autour de vous. N'hésitez pas aussi à mettre une note sur Apple Podcast, un like sur YouTube ou un pouce bleu sur Facebook. Et surtout, partagez. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus au taquet et les plus pressés. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous. À très vite
pour de nouvelles tranches vitaminées.